Dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, qui a eu lieu du 19 au 23 mars dernier, les étudiants de BTS Comptabilité-Gestion du lycée Jean Zay vous proposent leur revue de presse sur des sujets nationaux et internationaux. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une revue de presse intitulée C'est normal en Russie et traitant du sujet des élections présidentielles de Russie en 2024. 87,3%, un nouveau record historique a été atteint ce dimanche 17 mars 2024. Il s'agit du score obtenu par Poutine lors des élections prétendument démocratiques en Russie. Parce que oui, malgré ce qui est dit et entendu, la Russie est techniquement une démocratie. Il n'y a simplement plus de concurrents dans l'opposition, puisque le dernier favori, Navalny, s'est fait tuer en prison avant les élections, et d'après le Figaro, Poutine n'y serait pas pour rien. Selon 20 minutes, il y a tout de même 22,6% d'abstention de vote, sans compter les votes blancs et ceux comportant le nom de Navalny. En l'absence du candidat dans l'opposition décédé, la seconde place aux élections revient au Parti communiste avec 4,3% des voix, représentés par Nikolai Kharitonovo. Et la troisième place à Vladislav Davankov, candidat libéral avec 3,8%. D'après Le Monde, des villes comme Tchebikino ont atteint l'unanimité en faveur de Poutine, et la Tchétchénie a atteint 99% des suffrages en faveur du maître du Kremlin. Des scores ahurissants pour le chef d'État qui s'engage dans son 5e mandat, à l'issue duquel il dépassera le record russe de détention du pouvoir, actuellement détenu par Staline, qui dirigeait l'Union soviétique pendant 29 ans. Cependant, dans les villes et quartiers où des observateurs indépendants ont pu surveiller le déroulement des élections, les scores en faveur du dirigeant atteignaient seulement 60%. Aussi dans les ambassades russes à l'étranger, où les Russes émigrés étaient appelés à voter, les scores étaient totalement différents de ceux que les bureaux de vote russes annonçaient. En France, par exemple, seulement 46% des suffrages sont en faveur de Poutine et Vladislav Davankov s'approche des 32% de vote, comme nous le révèle Elisabeth Pierson dans Le Figaro. Selon sa chaîne sur YouTube, Hugo Décrypte nous parle du mécontentement de la France dans le déroulement des élections. En effet, le Quai d'Orsay, dans un communiqué sur X, cité par le youtubeur, déclare que les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies. En conclusion, les élections russes de 2024 ne suscitent aucun débat de par leur nature. Malgré les chiffres records en faveur de Poutine, des questions persistent quant à l'intégrité du processus électoral, avec des allégations de manipulation et de restriction à l'opposition. Les observations indépendantes et les résultats des votes à l'étranger montrent la corruption du système démocratique russe et les réactions du mécontentement, notamment de la part de la communauté internationale, reflètent une préoccupation croissante concernant les principes démocratiques et les droits de l'homme en Russie. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'importance des élections européennes 2024 dans l'Union européenne avec Alexis Tiampon. Bonjour Alexis. Bonjour Vincent. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent les élections européennes ? Eh bien, on peut lire sur le site Tout l'Europe que depuis 1979, les députés européens sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Pour pouvoir voter à l'élection européenne en France, il faut être âgé de minimum 18 ans, être titulaire de ses droits civiques et être inscrit sur les listes électorales. Les ressortissants européens vivant sur le territoire français possèdent les mêmes droits que ceux exigés pour les citoyens français, à la condition de résider en France depuis au moins 6 mois ou être inscrit au rôle d'une contribution directe communale depuis au moins 5 ans et aussi être préalablement inscrit sur une liste électorale de son lieu de résidence. Les prochaines élections européennes se dérouleront du 6 au 9 juin 2024. Les citoyens français devront élire 81 députés parmi plusieurs groupes politiques allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais connaissez-vous l'importance de ces élections, Vincent ? Oui, selon France Culture, les élections au Parlement européen en 2024 sont cruciales pour la démocratie de l'Union européenne, permettant aux citoyens de choisir leurs représentants et d'influencer les politiques de l'Union européenne. Les défis nationaux spécifiques dans les pays clés comme la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et la Suède peuvent avoir un impact sur les résultats électoraux et sur les politiques de l'Union européenne. Des problèmes tels que la politique intérieure prédominante, les défis migratoires et environnementaux, ainsi que les alliances politiques complexes sont à prendre en compte, comme l'ingérence étrangère, les cyberattaques, les campagnes de désinformation
et les tactiques de guerre hybride sont devenues des préoccupations croissantes dans les processus électoraux des États membres de l'Union européenne. France Inter ne dit pas autre chose en déclarant que ces activités constituent une menace pour l'intégrité des élections européennes et sapent la confiance du public dans les processus démocratiques. Le Parlement européen a reconnu la nécessité de relever ces défis et a pris des initiatives pour protéger le système électoral de l'Union européenne. Donc, il est crucial de protéger la démocratie européenne en veillant à ce que les élections se déroulent librement et équitablement. Cette responsabilité incombe aux institutions de l'Union européenne, aux États membres, aux partis politiques, à la société civile et à chaque citoyen individuellement. Alors que nous envisageons les élections européennes de 2024, restons engagés et bien informés. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir de l'Union européenne. L'État réagit-il face à la dette publique? Fini le quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire, les fumées de la rigueur budgétaire planent dans les cuisines de Bercy. De nouvelles restrictions budgétaires? D'après le site du journal 20 minutes, le gouvernement français, par intermédiaire de Bruno Le Maire, a annoncé une diminution de la dépense publique d'une hauteur de 10 milliards d'euros au détriment de la dépense et la transition verte, selon Le Monde. Toutes ces mesures prises pour contrer la dette publique qui ne cesse de s'accroître de plus en plus depuis la pandémie de Covid. En effet, avant celle-ci, elle s'élevait à 97% du PIB français. Aujourd'hui, elle s'élève à 110% du PIB. Une situation assez alarmante, elle était de 1200 milliards d'euros en 2007 contre 3200 milliards d'euros aujourd'hui. François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, jugeait déjà l'État en situation de faillite en 2007 d'après l'éditorial du Figaro. Que pensez-vous de la situation économique française aujourd'hui? Et les agences de notation dans tout cela? En effet, le verdict des agences de notation approche à grands pas. Selon l'Est républicain, l'Élysée doit anticiper les verdicts des agences de notation financière Fitch & Moody's le 26 avril et Standard & Poor's le 31 mai. Verdicts qui seront dévoilés une semaine avant les élections européennes. Une dégradation de la note de la France serait humiliante par rapport au fait que Marine Le Pen a dénoncé l'incompétence de ce gouvernement par rapport au domaine financier, selon toujours le quotidien régional Lorrain. Avec cette situation économique des plus critiques, l'État français doit vite réagir pour pouvoir renverser la vapeur vis-à-vis de sa dette publique. Est-ce que cette fois-ci, le plan d'austérité sera-t-il efficace? Une semaine en 4 jours. La semaine de travail différenciée est un vaste débat en France. Une semaine de travail en 4 jours tout en gardant le même nombre d'heures hebdomadaires. Gabriel Attal veut faire passer une loi profitant plus précisément aux parents divorcés, leur permettant de faciliter la garde de leur enfant. Le quotidien Midi Libre nous explique qu'une semaine en 4 jours de 32 heures, au lieu de 35 heures, permettrait un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, mais aussi une plus grande liberté pour les salariés. En mars 2023, une expérimentation a été proposée aux agents de l'URSSAF de Picardie et seulement 3 agents sur 200 se sont portés volontaires, ce qui démontre l'avis général des salariés vis-à-vis du projet des semaines de travail différenciées. Gabriel Attal voudrait remplacer les journées ordinaires de 7 heures par des journées de 8h45. Selon Le Monde, ce rythme de travail a été testé au sein des entreprises privées ainsi que dans les organisations publiques, pour les employés concernés ne pouvant pas télétravailler, à condition que les horaires restent raisonnables. Depuis le confinement dû à la Covid-19, le télétravail s'est démocratisé dans plus en plus d'entreprises. C'est pourquoi Gabriel Attal pense que beaucoup de Français veulent aujourd'hui travailler différemment de ce qu'ils connaissent déjà pour permettre aux salariés de sortir de la routine. Pour finir, l'Humanité nous informe que les syndicats comme la CGT critiquent cette mesure. D'après Caroline Blanchot, elle empiète sur la vie privée des salariés et cela amène à un besoin urgent de réduire le temps de travail puisqu'elle provoque des surcharges psychosociales. La secrétaire générale de l'UGICT-CGT nous explique aussi que Gabriel Attal veut faire passer la semaine en 4 jours et pas 2-4 jours, ce qui a provoqué le flop sur l'expérimentation menée au sein de l'URSSAF de Picardie. Il est hors de question de passer à 4 jours sans réduction du temps et de la charge de travail. D'après Paul Christophe, le député Horizon du Nord, les expérimentations proposées aux salariés traduisent une augmentation de leur bien-être, une diminution d'accidents de travail et d'arrêt maladie, une diminution de la pollution. En conclusion, la semaine en 4 jours ne plaît pas aux salariés et aux syndicats car elle ne prend pas assez en compte la vie générale et leur rapport vie privée-vie professionnelle.
l'encadrement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une sécurité intérieure à la hauteur des attentes. Depuis l'annonce des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront au sein de notre capitale, de nombreuses réactions pessimistes se sont accentuées quant à la capacité des autorités françaises à assurer une protection à la hauteur de l'événement. C'est d'ailleurs pour cette raison que selon un sondage Odoxa publié le 7 janvier 2024 pour Winamax et RTL, 65% des Français craignent l'organisation et l'encadrement des Jeux Olympiques, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août à Paris. Ces inquiétudes peuvent être d'autant plus justifiées après le fiasco de la gestion de la finale de la Ligue des Champions de football au Stade de France, le 28 mai 2022. Un échec était avant tout le résultat d'un enchaînement d'événements et de dysfonctionnements qui ont donné lieu à un affaiblissement des dispositifs mis en place ainsi que de décisions prises par la préfecture de police de Paris, comme le soulignait l'ex-président de la commission des lois au Sénat, François-Noël Buffet, des propos relayés dans un article de France Info datant de juillet 2022. Un enjeu face au manque de main-d'œuvre. Ainsi, selon Le Monde, dans un article publié le 22 septembre 2022, la capacité des autorités françaises à prendre en charge un événement qui attirera encore plus de public venu du monde entier jette un doute. D'autant plus que la France doit faire face à un manque criant de personnel dans le secteur de la sécurité, alors que celle-ci sera assurée au cours des Jeux Olympiques par les forces de l'ordre, mais aussi par des sociétés privées. Comme l'avait dit Gérald Darmanin dans un entretien aux Échos en septembre 2022, il y a une nécessité à recruter environ 25 000 agents de sécurité privés supplémentaires, ce qui représentait 20% du total de la profession, qui en comptait 130 000 personnes. Ainsi, toujours selon Le Monde du 22 septembre 2022, différentes mesures seront mises en place afin de pallier le manque de personnel, telles que la création d'une direction des entreprises au sein du ministère de l'Intérieur, ou encore la mise en place des autorisations provisoires d'exercer le métier pour les étudiants. D'après un article du Monde du 19 janvier 2024, relayant des propos de Gérald Darmanin, datant d'octobre 2022, c'est plus de 30 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés chaque jour pendant plus d'un mois au cours de l'été 2024. Et que pour la seule région Île-de-France, entre 12 000 et 45 000 membres des forces de l'ordre seraient mis à contribution selon les jours. En plus de ces mesures, Gérald Darmanin a également précisé que l'espace aérien sera fermé dans un rayon de 150 km autour de Paris pendant la durée de la cérémonie, comme le rapporte France 3 Île-de-France sur son site. Pas de vacances pour les policiers, mais des primes en approche. D'après Ouest France et un article publié le 30 janvier 2024 rapportant les propos de Gérald Darmanin, celui-ci avait bel et bien prévenu depuis longtemps que l'année 2024 serait une année très difficile pour les forces de l'ordre. En effet, en plus du maintien des grands événements sportifs tels que le Tour de France, mais aussi des événements culturels avec de nombreux festivals, vont s'y ajouter en plus de cela les Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que les cérémonies du 80e anniversaire des débarquements en Provence et en Normandie. Les forces de l'ordre étaient donc prévenues. Il sera donc impossible de prendre des congés entre le 24 juillet et le 11 août, selon le ministre de l'Intérieur. Les agents de police qui accepteront quant à eux de réduire leur nombre de jours de congé se verront accorder une prime de 1 000 €, qui pourrait même atteindre 1 600 € pour ceux qui travailleront aux alentours des sites olympiques. Pour ce qui est des policiers travaillant à Paris, en région parisienne, aux postes frontières et ceux qui travaillent dans les aéroports parisiens, ceux-ci recevront 300 € supplémentaires. A noter que le ministère a accepté d'augmenter le niveau des primes, celle-ci étant initialement de 500 € et non 1 000 €. Une lueur d'espoir récente. Malgré les inquiétudes qui persistent quant à la capacité des autorités françaises à assurer un tel événement, il existe un exemple récent de réussite qui est celui de la Coupe du Monde de rugby, s'étant déroulée au cours des mois de septembre et octobre 2023. Un événement qualifié de véritable succès par de nombreux médias tels que le Daily Sport outre-Manche. De plus en plus ces dernières années, les scientifiques calculent des records de température, quelle que soit la zone géographique. Faut-il s'inquiéter des records de température et l'impact de ce réchauffement ? Les humains sont-ils les seuls fautifs ? Peut-on revenir en arrière ? Telles sont les questions que se posent les médias. D'après le journal Le Monde, dans l'article « Comment sont définis les records absolus de température au niveau local et mondial », publié le 19 juillet 2023, le 18 et 19 juillet de l'année 2023 ont enregistré des chaleurs exceptionnelles dans le sud-est de la France, dans les Pyrénées ainsi qu'en Corse. D'autant plus qu'un peu plus tôt dans l'année, le 23 mai 2023, 3 records ont été battus simultanément. La température de l'air de 17 degrés, la température de la surface de l'océan de presque 21 degrés et la surface de la banquise pour 1,91 million de kilomètres carrés. Le journal avance les propos de l'OMM, Organisation météorologique mondiale, et annonce que les températures au niveau planétaire devraient battre des records dans les 5 prochaines années. Ceci sous l'effet des gaz à effet de serre et de la venue du phénomène naturel nommé El Niño. Toujours selon Le Monde, la cause principale serait donc le gaz à effet de serre et celui-ci est causé en particulier par les activités des êtres humains sur Terre.
En effet, le site du ministère de la Transition écologique écologie.gouv.fr publie le vendredi 14 septembre 2018 que les effets de gaz à effet de serre ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés au lieu de 14 et la vie n'existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le 19e siècle, l'homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. En conséquence, l'équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. Nous pouvons déjà constater les effets du changement climatique. Le journal Le Monde explique encore également que certains records ne seraient pas réellement fiables. Par exemple, le record absolu de 58 degrés qui aurait été atteint en 1922 en Libye a été contredit en 2012. Les causes sont multiples. Le relevé a été fait sur un sol asphalté, l'instrument utilisé manquait de fiabilité et, surtout, cette mesure s'est révélée incohérente avec celle relevée aux alentours. Selon le site internet Futura, le point de non-retour vis-à-vis des températures est plus proche qu'on ne pourrait le penser. L'article « Changement climatique, combien de temps nous reste-t-il avant le point de non-retour » explique que les scientifiques avaient établi un seuil de l'ordre de 5 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. À la fin des années 2010, les scientifiques ont révisé leur estimation. Ils nous apprennent alors qu'une augmentation de seulement 1 ou 2 degrés pourrait renverser la balance et plonger la planète dans ce point de non-retour. Finalement, une date ne peut être établie à l'avance. Nous savons seulement qu'un petit événement peut engendrer de grandes conséquences. Il faut donc agir maintenant et mettre les chances de notre côté. Les résultats de nos nouveaux records pourraient donc être remis en question. Doit-on réellement faire confiance aux méthodes scientifiques utilisées ? Par ailleurs, le média écologique Reporter annonce le 21 mars 2024 que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué drastiquement. En France, on enregistre une baisse de plus de 5% en 2023 par rapport à l'année 2022. Un rythme de baisse record inédit depuis 2015, soit depuis 8 ans. De plus, cette baisse concerne une multitude de secteurs. À la première place, sans surprise, la production d'énergie, qui enregistre une baisse de 14%. Selon le CITEPA, association impliquée dans la protection de l'environnement, l'industrie, le bâtiment et les transports enregistrent également de légères baisses, bien que celle des transports reste insuffisante. Il ne serait donc pas trop tard pour espérer stabiliser l'impact sur le climat. De toute évidence, les efforts doivent continuer de persister pour ne pas que la crise reprenne le dessus. Une question persiste toujours, cette baisse est-elle construite sur des efforts structurels ou conjoncturels ? En clair, cette baisse compte-t-elle persister ou est-elle passagère ? Le CITEPA évoque l'inflation comme l'une des causes de la baisse des émissions dans le bâtiment, ainsi que le comportement des ménages. Cette fois-ci, on considère les êtres humains comme un facteur d'influence sur la baisse du réchauffement climatique. Il se trouve que l'inflation amène les ménages à moins consommer. Le prix de l'énergie ne cesse de s'accroître et les ménages sont obligés de se restreindre, tant pour se chauffer que pour s'éclairer et se déplacer. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre ont l'occasion de se réduire. Le CITEPA et le monde se contredisent, qui sont les fautifs. On ne peut pas nier les conséquences de l'activité humaine sur notre planète. En outre, les émissions de gaz à effet de serre ne seront jamais nulles, mais les efforts des êtres humains doivent persister afin de minimiser la hausse naturelle et celle causée par nous-mêmes. Un jour, une actu se pose la question, le réchauffement climatique est-il causé par l'homme ? La réponse est claire, 97% des scientifiques assurent que le réchauffement climatique est causé par l'être humain. Et les causes sont bien distinctes. Les activités de transport, les usines et l'agriculture produisent bien trop de gaz à effet de serre. Encore une fois, la faute est celle de l'homme, qui, à cause de ses activités, réchauffe petit à petit la planète. Seulement, le réchauffement ne cesse d'augmenter drastiquement depuis quelques années. Le magazine Géo, dans son article « La température à l'échelle mondiale a augmenté de 1,2 degré depuis l'époque pré-industrielle ». Il est donc évident que l'activité des humains abîme notre planète. Or, ces activités sont nécessaires à l'homme, elles servent à vivre et à survivre. Les hommes devraient-ils revenir en arrière, délaisser leur progrès technologique afin de laisser la Terre respirer ? FC Metz, un avenir incertain. À la suite de la montée en Ligue 1 en 2023, le FC Metz enchaîne des résultats difficiles à cause de mauvais mercato estival et hivernal. Un mercato décevant. Pierre Dressori, directeur du FC Metz, cite un mercato hivernal très difficile, un club pas assez attractif. Le site de France Bleu Lorraine Nord révèle le miel coupa de Pierre Dressori qui reconnaît un mercato très difficile. Seulement 2 joueurs ont été recrutés. Le géorgien Georges Mikotadze et le Camerounais Didier Lamkelze, qui sont tous les deux des anciens joueurs du FC Metz. Un mercato aussi décevant pour Bernard Serin, le président du club, qui a négocié, sans pour autant signer, avec le 10 de très haut niveau qu'il souhaitait. Le club laisse l'impression d'enchaîner les refus de potentiels recrues. Les supporters furieux.
Comme l'évoque Mathieu Rollinger dans son foot, suite à la défaite contre l'Olympique Lyonnais, là où 8 mois plus tôt, le FC Metz fêtait son retour en Ligue 1. Le président reste sourd aux injonctions de ses tribunes, de sorte que les supporters réclament des explications ou sa démission. Quant à l'entraîneur, celui-ci dit en avoir sa claque. Je cite les propos du journal des questions stupides et provocatrices des journalistes à propos de son départ. Un derby décevant. L'AS Metz, dont résume le week-end du 31 avril 2024, l'équipe U18 du FC Metz éliminée par l'AS Nancy des quarts de la Coupe Gambardella. 5 années que ce match était désiré dans une compétition officielle. Le dernier remonté au 10 mai 2019, une défaite 3-1. Pourtant, le club reste un bon centre de formation. OneFootball nous apprend que le centre de formation du FC Metz occupe la 6e place en Ligue 2 avec une note de 2,5 étoiles sur 5 sur la saison 2022-2023. Une place honorable qui récompense une saison où la jeunesse messine a été très présente au sein de l'équipe première. Au niveau national, le FC Metz se situe à la 15e place sur 37, à égalité avec Strasbourg, Lorient et Nice. Un bon classement qui fait oublier la 23e place obtenue en 2020 et en 2022. Les Grenats n'ont plus accroché le top 10 depuis 2017 en Ligue 1 6e. L'excellente saison de Georges Mikotadze a certainement pesé dans la balance pour établir ce classement. En effet, le buteur géorgien a été formé au FC Metz de 2017 à 2020, sans oublier l'utilisation d'importantes du centre de formation lors des matchs de Ligue 2. Arthur Atta, Danlé Jean-Jacques et Ousmane Ba sont les parfaits exemples de cette jeunesse qui retrouve sa place au sein de l'équipe première du FC Metz. Prime Video, un film captivant. Le Républicain Lorrain nous informe de cette exposition médiatique de la plateforme Prime Video. Le joueur Ousmane Diallo, suite à son départ, a réalisé le rêve que tout footballeur souhaite atteindre, gagner la Ligue des Champions avec l'AC Milan. Grâce à la réussite du joueur, cela peut permettre au club d'avoir une meilleure visibilité et notoriété, et pour donner une suite à l'histoire du club grâce à de futurs jeunes recrues. Pour conclure, en espérant que le FC Metz trouvera les moyens de rester en Ligue 1. Dans le domaine artistique, l'intelligence artificielle reste une nouveauté pour des artistes qui explorent les possibilités de cette technologie. Elle leur permet de repousser leur créativité et créer des œuvres d'art uniques. Innovation contre protection, l'intelligence artificielle et droits d'auteur, l'inquiétude du monde de la culture avant un vote européen. Plus de 70 organisations culturelles françaises ont écrit au Premier ministre au sujet de l'intelligence artificielle qui sera examinée le 2 février au Parlement européen. Elles s'inquiètent d'un possible rejet du projet qui protège les droits d'auteur. La France suscite des inquiétudes en soutenant une plus grande flexibilité pour le cadre européen de l'intelligence artificielle générative. Ces organisations, issues de l'industrie culturelle française, ont adressé, le 25 février, une lettre à Gabriel Attal pour le respect et la préservation du droit d'auteur dans ce secteur numérique en plein boom. Tous les secteurs de la culture l'ont signé, presse, animation, cinéma, musique, édition, comme nous l'informe Libération. Comment les intelligences artificielles veulent révolutionner la création visuelle. Le Figaro nous explique tout, paru le 23 février 2024 et écrit par Clara Durand. L'intelligence artificielle est perçue comme une démarche créative qui permet de développer leur imagination grâce à des logiciels. Ces artistes sont appelés IA artistes. Le Figaro définit la créativité de ces intelligences artificielles en utilisant ces logiciels. Ainsi, ces logiciels deviennent pour eux des outils indispensables de travail. Ce phénomène crée un business balbutiant car cela intrigue les acheteurs. Pour l'artiste de l'intelligence artificielle, il fait maintenant partie intégrante du processus créatif d'une réalisation. L'intelligence artificielle, un label de création humaine. Libération nous apprend que les acteurs de la culture tels que les photographes et les sociétés de droits d'auteur ne voient pas l'intelligence artificielle comme une opposition à l'innovation technologique. Ils reconnaissent que l'intelligence artificielle est déjà présente dans les technologies de la photographie, mais ils souhaitent être rémunérés si leurs images sont utilisées par les entreprises de la tech pour développer leurs programmes. Les sociétés du droit d'auteur soulignent qu'il n'y a pas d'opposition entre le respect du droit d'auteur et le développement économique du secteur de l'intelligence artificielle. Ils ont déjà conclu des accords avec des entreprises d'intelligence artificielle et estiment qu'il est important d'entrer dans des négociations pour trouver des accords équitables. Les organismes de gestion collective qui défendent les intérêts des artistes et producteurs de contenu sont conscients des menaces de l'intelligence artificielle peut représenter pour certaines professions. Le secteur est fébrile avant le vote d'un futur texte européen et l'opinion de la ministre de la Culture reste encore inconnue. De même, d'après le Figaro, l'intelligence artificielle est critiquée pour saper les droits d'auteur
Nous avons ici l'exemple sur l'application X. Une artiste nommée Simsart témoigne que ces logiciels ne respectent pas son travail. En effet, une de ses œuvres a été utilisée sans son consentement ni mention sur son travail. Ève Gilles, la nouvelle ambassadrice des mathématiques. Le 7 décembre 2023, la France a découvert le visage de la nouvelle gagnante du célèbre concours annuel Miss France. Auréolée de son nouveau titre, Ève Gilles est alors passée d'étudiante méconnue à représentante française de la beauté féminine. Des brillantes études de mathématiques en perspective. On peut lire dans Paris Match qu'Ève Gilles, après avoir passé son enfance à Dunkerque, n'a pas quitté le nord de la France pour réaliser ses études supérieures, puisqu'elle s'est rendue à l'université de Lille pour réaliser des études de médecine. Mais ces études ne lui correspondant pas, la jeune femme s'engage en licence MIH, mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, dans l'objectif de devenir statisticienne. Comme elle l'explique elle-même, « J'avais commencé par médecine, mais ça ne me plaisait pas, donc j'ai travaillé à l'usine quelques mois et j'ai changé de voie. » Comme le rapporte le site de l'association Femmes et Mathématiques, qui lutte pour la parité dans les métiers scientifiques, Ève Gilles avait ce double rêve, devenir Miss France et faire des mathématiques. Après l'écharpe de Miss France, Ève Gilles est couronnée par Gabriel Attal. La nouvelle Miss France 2024, Ève Gilles, endosse désormais une double casquette, Miss France et étudiante en mathématiques. Aussi, le Premier ministre Gabriel Attal a vu en elle la porte-parole des mathématiques auprès des jeunes filles. Comme on peut le lire dans Le Parisien le 14 mars dernier, lors de la Journée internationale des mathématiques, le Premier ministre Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale qui a souhaité garder le contrôle sur le renforcement des services publics dont l'école, a nommé Ève Gilles ambassadrice des mathématiques pour pousser les filles à étudier les mathématiques et se lancer professionnellement dans ce domaine. Dans le magazine Elle, on apprend que le Premier ministre et Ève Gilles sont apparus dans une vidéo publiée sur Instagram afin d'annoncer l'implication de la jeune femme dans la cause. Comme le rapporte 20 minutes, Gabriel Attal et Ève Gilles ont profité de cette journée des mathématiques pour mettre en avant les métiers et filières scientifiques. Pour le Premier ministre, l'engagement des filles dans les filières scientifiques est même une priorité absolue au vu du désintérêt général des filles pour ce domaine. Une baisse fulgurante du niveau en mathématiques. En effet, l'étude de l'Institut des politiques publiques, IPP, nous apprend un décrochage inquiétant des filles en mathématiques dès le CP. Le manque de considération pour les mathématiques se poursuit ensuite tout au long de la scolarité, puisqu'à l'université, comme nous l'apprend Paris Match, les femmes représentent 60% de l'ensemble des étudiants, contre seulement 31% en sciences. Comme l'évoque Ève Gilles dans 20 minutes, trop peu d'entre nous choisissent les mathématiques et les sciences, alors soyons nombreuses à nous engager dans ces carrières qui façonnent le monde de demain, faisant ainsi allusion au futur prometteur du développement de l'intelligence artificielle. Mais cette baisse du niveau dans les filières scientifiques est également présente de manière plus générale chez l'ensemble des jeunes Français âgés de 15 ans, comme nous l'informe le rapport PISA, publié en décembre 2023. Alors, pourquoi genre-t-on systématiquement au féminin le désintérêt pour les sciences, puisqu'il concerne en réalité l'ensemble des étudiants français, filles comme garçons? Pourtant, le prix Abel 2024 est attribué à un Français. Malgré cette baisse générale et caractérisée inquiétante du niveau en sciences des Français selon les termes de Gabriel Attal, le journal Le Monde nous apprend que la prestigieuse récompense en mathématiques du concours Abel fut cette année remportée par un Français, Michel Talagrand. Même si le niveau général en mathématiques a nettement baissé ces dernières années, la place des Français dans les mathématiques du haut niveau n'est donc plus à prouver.